C'est aujourd'hui le samedi 8 janvier et je prends date. Je prends date parce que par la fenêtre ouverte dans le temps, dans cette journée-là, je place mon fusil de viseur et je regarde au loin quelque chose qui va advenir d'ici 8 semaines. C'est prévu par le calendrier Maya. Le Maya, un peuple qui vivait il y a 500 ans encore, avant que l'Espagne envahisse l'Amérique, un peuple qui cultivait le maïs dans ce qui était aujourd'hui le Honduras, le Guatemala, le Sud-Mexique. Ces gens-là avaient créé un calendrier du temps extrêmement précis qui leur avait inspiré des constructions, des pyramides qui imitaient l'évolution générale du temps par 9 sortes de terrasses qui allaient en diminuant. La première correspondait à peu près au Big Bang et la dernière prévoyait un moment terminal qui se situerait, selon leurs propres calculs, entre le 8 mars 2011 et irait en se développant jusqu'au 28 octobre 2011. Alors, ce sont des considérations que je reprends au sérieux au moment même de faire mes vœux. Car comment faire des vœux en face d'un pareil programme? Il faut savoir ce que le temps nous promet. Et un temps qui a été mesuré, car le calendrier des Mayas s'est effondré à peu près au Moyen-Âge, mais depuis 500 ans, il a été conservé dans les villages du Guatemala, et en 1960, des anthropologues ont découvert qu'effectivement, il était toujours pratiqué par des personnes qui en avaient conservé le souvenir, en ayant le sentiment de garantir quelque chose de très important pour l'humanité. Alors moi, je suis très intéressé. Je veux savoir ce qui va se passer entre le 8 mars 2011 et le 28 octobre 2011. D'après les calculs du calendérique des Mayas, il y aurait là 13 étapes, de chacune 18 jours, et chacune de ces 13 étapes aurait un esprit particulier et exigerait une action adaptée. Alors je trouve que nous devrions bien savoir de quoi il s'agit, d'autant que pour nous, ce début d'année est extrêmement alarmant. Non seulement il y a des inondations dans le monde entier, mais récemment, il s'est produit un événement d'une rareté spectaculaire. Des oiseaux sont tombés du ciel par vol entier aux États-Unis. C'était des carouges, des merles rouges, et tout à coup, ils ont plu, comme une pluie, ils sont tombés et ils étaient morts. Alors naturellement, on est vétérinaires, on cherchait la raison de ce décès collectif et rapide, et l'ont attribué à des causes qui seraient la grêle, qui serait un changement de température. En réalité, ce phénomène n'était pas le seul. Il s'est reproduit un peu partout. On a retrouvé des oiseaux morts en Suède, on en a retrouvé en Italie, au Japon, aux États-Unis, dans divers endroits. Et au même moment, dans certains ports brésiliens et dans certains ports de Nouvelle-Zélande, et même ailleurs, des centaines de poissons morts. Les rivières regorgeaient de poissons morts. Les rivages étaient envahis de poissons-chats, de tonnes de sardines, qui n'avaient aucune raison d'être mortes. Ce qu'il y a de caractéristique dans ces événements alarmants, c'est que le même frappe de suppression d'une espèce se produit sur des oiseaux qui volent et sur des poissons qui nagent. On entend des quantités d'explications, les scientifiques ont de bonnes raisons, la grêle, les changements thermiques, les poisons des rivières. En réalité, on ne peut pas prendre les choses comme cela,
Parce que si les oiseaux tombent du ciel en 1000 régions du monde, et si les poissons meurent en même temps à l'embouchure de rivages et de deltas dans le monde, c'est qu'il se produit une suppression, une mesure énergétique d'ordre mondial qui frappe à la fois l'eau et l'air. Il faut quand même penser que notre évolution biologique se produit dans deux types d'éléments, l'eau et l'air. Et il semble bien qu'à travers ces incidents spectaculairement dramatiques, nous voyons les deux éléments constructifs de la biologie, l'eau et l'air, être attaqués également et au même moment. Alors moi, les explications que j'ai entendues me semblent dérisoires. Il me semble au contraire que nous avons affaire à une structure énergétique qui est en train d'abandonner un cycle de création très important dans lequel se trouve construit toute la vie aquatique, toute la vie aérienne, et quand les oiseaux tombent, il faut savoir ce que cela signifie. Et quand les poissons meurent, il faut savoir ce que cela représente. Ces phénomènes ahurissants sont datés. Ils sont datés de quand? Mais du 1er janvier 2011 et quelques-uns du 31 décembre. C'est-à-dire qu'ils sont récents et ils sont spectaculairement griffés, incrustés sur des dates, je ne veux pas dire fatidiques, mais enfin, le commencement de l'année, c'est une date annonciatrice de tout un comportement, celui qui va régir l'année. Il faut absolument savoir de façon pertinente et absolument sûre ce que signifient ces signes de mort biologique quand ils se situent au commencement de l'année, dans une année dont un vieux calendrier, vieux déjà de 5000 ans, nous annonce que quelque chose d'essentiel va se produire entre le 8 mars et le 28 octobre de cette même année. Nous sommes donc en face d'une problématique mystérieuse, mais pressante, et surtout, elle est là. Le 8 mars, c'est dans ces 8 semaines. Et le 28 octobre, c'est dans 9 mois. Nous sommes donc en situation de regarder l'année 2011 à travers des critères qui ne sont pas ceux dont la science nous abreuve avec ses fausses explications. Je tiens à vous certifier que le calendrier Maya est authentique et ne se trompe pas souvent. Un écrivain américain, M. Coleman, Carl Johan Coleman, qui s'est occupé du calendrier Maya, a écrit en 2003 que d'après ce calendrier, la crise financière se produirait exactement le 19 novembre 2007. Elle s'est produite un mois plus tard. Il faut tenir compte de deux choses. Le sacré, et c'est le cas pour les calendriers mayas, mesure les choses à leur origine, au point de naissance. Tandis que le regard sociologique voit les événements quand ils sont là, déjà produits. Il y a une distance de temps très regrettablement perdue entre le moment où ça naît et le moment où ça se démontre. Alors, vous comprenez, l'exactitude s'est démontrée et elle est extraordinaire, car pour les Mayas, c'était daté à un jour près, et pour les Américains, et pour les Occidentaux, pour nous tous qui sommes à l'affût de la crise financière, ben cela s'est passé dans le cours de l'année 2007. C'est très imprécis. Et si c'est trop imprécis, on ne sait plus où on est. C'est pourquoi, en tant que kabbaliste, je suis très heureuse de détenir un modèle d'unité que je peux regarder, qui est un schéma dans lequel je peux voir crypté à l'avance, codé, le programme d'un cycle d'unité. Et si j'ai le programme d'un cycle d'unité, je peux regarder ce que signifie la chute des oiseaux, la mort des poissons, ce que signifie le cadre de l'eau, ce que signifie le cadre de l'air. Et je vois en effet que dans une unité, il y a deux instances. Une qui correspond à l'eau dans la biologie et l'autre qui correspond à l'air.
Et ces deux instances se terminent de la même manière par une ligne horizontale au-delà de laquelle plus rien ne se produit. Il faudra attendre l'étape suivante pour que la vie reprenne. Et nous avons assisté, la science naturelle reconstitue ces événements au passage des poissons aux animaux à l'air libre. C'est-à-dire qu'ils sont passés des nageoires à la reptation sur Terre. C'est un phénomène que l'histoire naturelle, la zoologie connaît parfaitement. Eh bien, j'ai le regret de vous dire que la chute des oiseaux et la mort des poissons sont des signaux parfaitement intelligibles quand je consulte mon schéma évolutif. La mort des poissons correspond à la fin radicale de l'étape aquatique qui se caractérise actuellement par quantité d'inondations dans le monde. Et la mort des oiseaux correspond à l'étape terminale d'une forme de vitalité qui se termine par deux côtés séparés, comme l'oiseau à deux ailes. Et au-delà de cette occupation par le vol, le schéma vous montre que plus aucune forme biologique ne va exister, le problème de l'air, car c'est l'air, ne sera plus occupé par des êtres volants, ils sont supprimés, mais par l'utilisation de l'air pour autre chose, pour la parole, pour la communication humaine, pour la connaissance. Et je pense que les signes que nous avons vécus et qui nous ahurissent tellement sont là pour nous faire savoir que le moment arrive où il faudra affronter le problème de l'air comme élément de soutien de la parole et de la communication et de la connaissance.